Bonsoir à tous, à toutes. Je vous propose de vous installer, on va commencer. Donc pour le déroulé, on est là pour une petite heure, un peu moins probablement. Je vais faire un propos introductif. Après, il y aura une lecture solennelle de la déclaration qu'on a signée à plus de 5000 acteurs du soin pour l'instant. Ça ne fait qu'augmenter. Et puis après, il y aura quelques témoignages sur ce que risque de signifier pour nous tous, pour nos patients, une éventuelle arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ce soir, dans cet amphi de la faculté de médecine, sont réunis des acteurs du soin, de la prévention, de l'hôpital, de la ville, des centres de santé, des PMI, du secteur psychiatrique, du secteur associatif, du secteur humanitaire. Ces soignants exercent des métiers très différents dans diverses spécialités, des aides-soignants, des professeurs de médecine, des infirmières, des cadres de santé, des généralistes qui travaillent dans des centres de santé, des associations, dans des CHU, des médecins de centres hospitaliers généraux, des sages-femmes, des doyens d'université, des psychologues, des praticiens hospitaliers en centre hospitalier général. Et je m'excuse d'avance pour mes oublis dans cette liste qui n'est pas exhaustive. Nous avons souhaité fédérer nos voix autour du respect de la déontologie, de l'éthique et des principes de la santé publique face aux idées d'extrême droite qui progressent, et alors que le risque de voir arriver au pouvoir ceux qui portent ces idées est important. Ce rassemblement inédit ne doit et ne peut être que le début d'un travail commun, car il est né d'un échec, de notre échec. Nous devons nous interroger. Comment est-il possible aujourd'hui que la santé, la protection sociale, l'hôpital public ne soient pas un des sujets principaux de la campagne, alors que c'est leur insuffisance qui explique en partie la colère? Pourquoi n'y a-t-il pas de débat politique sur la protection sociale, son financement et sur une juste allocation des moyens? Pourquoi le débat sur le sujet est réduit à l'AME, qui ne représente pourtant que 0,5% du budget d'assurance maladie? Pourquoi, malgré la mobilisation de ses personnels et de ses usagers, l'hôpital public est maltraité depuis plus de 20 ans? Pourquoi la proposition de loi sur le nombre maximum de patients par soignant à l'hôpital n'est pas évoquée dans la campagne? Elle a été votée par le Sénat et n'a jamais été inscrite à l'Assemblée nationale. Pourquoi, récemment, l'Alliance des cliniques privées, des grands groupes financiers qui les possèdent avec les syndicats de médecins libéraux, a obtenu du gouvernement l'assurance d'un soutien financier pour les cliniques privées lucratives déficitaires, simplement en menaçant de faire grève? Pourquoi la financiarisation de la santé n'est pas débattue dans la campagne? Surtout, pourquoi la colère s'est portée sur les étrangers, sur les assistés, comme on dit maintenant, et pas sur les politiques, sur la technostructure et la noblesse d'État qui, depuis des années, ont pris des décisions délétères, présentées comme techniques, alors qu'elles sont éminemment politiques? Pourquoi le mot « assisté » est devenu un gros mot? Notre système de protection solidaire, qui fait que les personnes bien portantes financent les soins des malades et que les actifs payent les pensions des retraités, devrait pourtant être une fierté nationale. Les corps intermédiaires ces dernières années ont été attaqués, et nous, les soignants, attachés à un service de santé de qualité au service de l'intérêt général, nous avons perdu la bataille des idées. La mobilisation de ce soir doit être le début d'un travail collectif pour effacer cet échec. Il nous faut apporter dans le débat public les arguments et les outils de défense d'un système de soins solidaire qui doit échapper au marché. Si la colère est légitime, la politique du bouc émissaire est une folie. Vous allez entendre quelques témoignages expliquant concrètement pourquoi. Dans un premier temps, on va être lu solennellement notre déclaration, signée à l'heure actuelle par plus de 5000 soignants, qui réaffirme que quel que soit le résultat des élections, notre déontologie et notre éthique ne changeront pas, et qui, s'il le faut, nous nous organiserons pour pouvoir soigner sans distinction d'origine, de nationalité, de religion, de genre et de statut social. Ce sont les principes humanistes qui nous obligent vis-à-vis de nos patientes et patients, et ils ne sauraient être modifiés par le résultat d'une élection. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour la lecture de cette déclaration commune. Elle va être lue par Diana Galindo de Médecins sans frontières, par Nicolas Vignier, infectiologue, SPILF et SFLS, par Arnaud Vess du COMED, par Ada Soumaré qui est infirmière, par Alexia Descouy de l'association AIDE.
et soignants, notre engagement pour la santé de toutes et de tous. Nous sommes des soignants et des soignantes, infirmières, médecins, sages-femmes, aides-soignants, psychologues, chirurgiens dentistes et autres professionnels de santé. Nous exerçons le libéral à l'hôpital, au centre de santé, à la protection maternelle et infantile, dans les permanences d'accès aux soins de santé, dans les structures de prévention, au sein des associations et des mutuelles. Notre mission première est de soigner et d'accompagner les patients tout au long de leur vie, de leur parcours de soins, dans le respect de leur dignité et de leur volonté. Aujourd'hui, nous avons pleinement conscience du danger que la situation politique fait peser sur le maintien du droit à la santé pour toutes et pour tous. Le droit fondamental à la santé, inscrit dans notre Constitution, est au cœur de notre pacte républicain. La santé est un droit humain fondamental est un pilier de la cohésion sociale. Toute politique discriminatoire visant à restreindre l'accès aux soins pour certaines populations est une attaque contre ces principes. Prendre soin de chacun, c'est préserver la santé de toutes et tous. Ce principe essentiel de notre profession ne peut être oublié. Pourtant, les politiques d'extrême droite mettent en danger la santé publique en affaiblissant la protection sociale et l'organisation de notre système de santé solidaire. Elles fragilisent les plus vulnérables et elles aggravent les inégalités. Les conséquences sont graves pour l'accès à la prévention, pour l'accès aux soins et pour l'ensemble de la société. C'est pourquoi, face à ce péril, nous réaffirmons plus que jamais notre engagement. Dans le moment historique que nous vivons, notre boussole et notre serment, notre devoir de protéger la santé de nos patients sans aucune distinction, dans un souci d'égalité d'accès aux soins pour toutes et tous, et au regard des principes de santé publique humanistes. Nous nous alarmons particulièrement des politiques dites de préférence nationale, qui exacerbent les inégalités et risquent de fracturer davantage notre société, menant à des conséquences désastreuses pour la santé publique et la cohésion sociale. Déjà à l'œuvre, les restrictions de l'accès à la sécurité et à l'aide médicale d'État pour les personnes en demande d'asile ou en attente de titre de séjour pourraient se généraliser selon la majorité issue des élections législatives. Priver ces personnes de protection maladie, c'est laisser leur état de santé se dégrader et les exposer à une prise en soins tardive avec des hospitalisations complexes et prolongées et une perte de chance médicale. Il s'agit là d'un risque majeur de désorganisation du système de soins, d'aggravation des conditions de travail du personnel soignant et de surcoûts financiers importants. Par ailleurs, la survie de notre système de soins, déjà éprouvé par les crises successives, doit beaucoup à l'engagement des professionnels dévoués, dont un grand nombre sont étrangers. Nous ne pouvons pas accepter la privation de ces compétences précieuses. Au nom de l'éthique, de la déontologie du professionnel de santé et des principes républicains d'intérêt général, nous n'acceptons aucune atteinte au droit fondamental à la santé et aucune remise en question de notre indépendance professionnelle. Nous refusons de choisir entre les personnes qui peuvent être soignées et celles qui sont abandonnées à leur sort. Nous refusons d'être instrumentalisés et de nous mettre au service d'une médecine du prix et de politiques différenciées et d'exclusion. Nous refusons la logique du bouc émissaire, selon laquelle l'exclusion des soins les plus précaires permettrait de résoudre le dysfonctionnement et l'insuffisance de notre système de santé. Nous nous engageons à protéger la santé de toutes les personnes qui le nécessitent, sans distinction, et à ne jamais renoncer à notre serment et à notre éthique. Donc maintenant, on va donner la parole à 5 intervenants, puis 6 intervenants qui vont nous parler de leur expérience et de ce qu'on pourrait imaginer
ces interventions, il y aura un temps pour les journalistes s'ils veulent poser des questions. Et je vais commencer par Julie. Donc, Julie Chaston, médecin généraliste en centre de santé et qui est représentante de l'Union pour les. L'Union syndicale avec le centre de santé. Chers amis, je m'appelle Julie Chaston, je suis médecin généraliste dans l'Algérie et je suis enseignante. Notre événement aujourd'hui fait suite au constat qu'en tant que soignants, associations, usagers, nous avons besoin de nous unir et de nous retrouver aujourd'hui. Allier nos forces pour rappeler les menaces que les politiques d'extrême droite sont pesées sur les valeurs fondamentales, et notamment sur l'accès aux droits fondamentaux dont fait partie la santé. Écrire, signer les tribunes, alerter, nous mobiliser sur les territoires dans les associations, chacun à notre échelle est essentiel. Pouvoir nous retrouver aujourd'hui nous semble indispensable. Pour les humanistes que nous sommes, soignants et citoyens, l'heure est grave à l'aube de la possible prise de pouvoir par un rassemblement xénophobe, promouvant la préférence nationale et l'autoritarisme attentatoire aux libertés. Nous, professionnels de la santé, avons le devoir de garantir un accès universel aux soins, indépendamment des origines et des conditions sociales des patients. Les politiques d'extrême droite menacent ces principes en introduisant des réformes discriminatoires et en réduisant l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Les populations précaires seront les premières victimes de ces politiques. J'exerce actuellement dans le Val-de-Marne. Je peux vous parler de mon quotidien qui résonnera avec celui de beaucoup d'entre vous. Je peux vous parler de Célia, 5 ans, qui a consulté la semaine dernière au cabinet. Je peux vous raconter ses difficultés pour équilibrer son âge. Je peux vous parler de la difficulté pour les infirmières à remettre son traitement, de la difficulté de sa maman pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on différencie une crise, un traitement de fond. Je peux vous raconter l'histoire de sa maman, justement, qui est aide-soignante et à domicile et qui fait des soins auprès des personnes âgées. Je peux vous raconter que sa maman change des draps et a des problèmes de dos. Elle a besoin de kinésithérapie. Je peux aussi vous parler de Monsieur B, 50 ans, ouvrier sur les chantiers, qui a un diabète de type 2 et une hypertension. On parvient à l'équilibrer et ça a pris beaucoup de temps, avec beaucoup de travail d'éducation thérapeutique réalisé par les infirmières. Tous les trois bénéficient de la médicale d'État, en grande partie grâce à l'aide de notre assistante médicale, car tous ont eu de très grandes difficultés à faire valoir leurs droits dans un système de soins extrêmement complexe. Demain, est-ce qu'il faudra hospitaliser Célia en réanimation parce qu'elle ne peut pas payer le traitement de fond de sa maladie? Est-ce que sa maman devra renoncer à aller voir un kinésithérapeute alors qu'elle porte des charges, change des draps toute la journée et fait un travail que personne ne veut en France? Est-ce qu'on préférera que M. B fasse un AVC ou qu'il soit hospitalisé pour déséquilibre de son diabète plutôt que de lui permettre de voir un médecin généraliste et une infirmière pour les 3 mois et d'ensuite son traitement à la pharmacie? Aujourd'hui, un patient sur 2 ne bénéficie pas de la médicale d'État alors qu'il y aurait droit, renonce à des soins préventifs et de proximité en raison d'obstacles administratifs inutiles. Sa suppression doit être réformée car l'aide médicale d'État dysfonctionne. Évidemment qu'elle dysfonctionne. Son accès doit être facilité, amélioré et pérennisé. Au-delà des migrants et des précaires, et parmi eux, les personnes LGBT et les femmes particulièrement seront également menacées. Malgré les affirmations de soutien à l'égalité salariale et à la lutte contre la précarité, les votes à l'Assemblée nationale et au Parlement européen montrent une opposition constante à l'égalité femmes-hommes et au droit à l'avortement. En 2016, ils ont rejeté les mesures pour l'égalité au travail et pour faciliter l'accès à la contraception et à l'avortement. Le RN propose également des réformes qui, sous prétexte de liberté de ne pas travailler, pénalisent la carrière et la rémunération des femmes, favorisant une société à 2 vitesses. La discrimination dans l'octroi des aides sociales précarisera encore des millions de personnes, et des femmes en premier, et aggravera l'accès aux soins de celle-ci. En tant que soignants et citoyens, mobilisons-nous, votons, faisons voter pour faire rempart et protéger, quelles que soient nos sensibilités politiques, la République sociale et démocratique à laquelle nous sommes attachés. Chers amis, l'heure est grave, l'espoir est permis. Aujourd'hui par l'appel au vote, demain peut-être, en alliant nos forces pour résister si l'impensable se trouve. Merci
Merci beaucoup. On va donner la parole à Anne-Laure Ferrand-Cassens, qui est urgentiste au SAMU 93. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Merci beaucoup pour cette invitation à intervenir ici. Discriminer les uns n'améliore pas la situation des autres, bien au contraire. C'est pourtant ce que tente de faire croire l'extrême droite lorsqu'elle évoque son projet politique délétère, discriminatoire et xénophobe en matière de sport et de travail et rend service souvent depuis des années. L'extrême droite prévoit une politique de discrimination, de privation des droits et d'exclusion d'aide sociale qui, au-delà des populations précaires ciblées, vont paupériser l'ensemble de la population encore davantage. Elle souhaite supprimer l'aide médicale d'État au détriment non seulement des étrangers en situation irrégulière, mais de la collectivité dans son ensemble. Elle a fait le pari de réussir à détourner notre attention des difficultés actuelles du système de santé, difficultés que les patients et les soignants voient déjà au quotidien en leur promettant que la dégradation de l'accès aux soins des uns bénéficiera aux autres. C'est une promesse terrible et malhonnête. Le malheur des uns fera les difficultés des autres. L'AME est ce dispositif d'aide sociale qui permet aux étrangers en situation irrégulière résidant sur le territoire français depuis plus de 3 mois et sous conditions de ressources de bénéficier d'une prise en charge de leurs soins en ville et à l'hôpital avec un panier de soins à l'État. C'est un dispositif mal connu qui découle souvent après la survenue d'un problème de santé à l'hôpital, aux urgences, à la permanence d'accès aux soins de santé ou auprès d'associations. La demande d'AME doit être renouvelée chaque année, ce qui complexifie les démarches et occasionne des ruptures de droits et de suivi pour celles et ceux atteints de maladies chroniques. Depuis sa création, l'AME est la cible d'attaques incessantes et de contrôles répétés, comme on l'a vu en novembre dernier. Elle est régulièrement suspectée, à tort, d'être un facteur déterminant de la migration et un poste de dépenses trop important. Son budget est pourtant estimé à moins de 0,5% des dépenses totales de santé. Son utilité pour ses bénéficiaires et pour la collectivité tout entière n'a cessé d'être démontrée. C'est un outil de soin indispensable pour les professionnels de santé. Les conditions de vie et de logement des étrangers en situation irrégulière, qui souvent ont aussi des conditions de travail très précaires dans des métiers difficiles, les exposent comme d'autres populations vulnérables à des risques de santé plus importants. Ils sont plus à risque de développer certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'insuffisance respiratoire, les grossesses compliquées, l'asthme, les maladies psychiatriques ou infectieuses. En l'absence de l'AME, les patients ont tendance à renoncer ou retarder leurs soins. Leur recours pour un problème de santé se fait plus tard, trop tard, quand les maladies initialement simples, qui auraient eu besoin de soins et suivis en ville, le reste de la population, s'étendent, se développent, deviennent plus graves, plus urgentes et imposent des soins complexes. Ce sont des hospitalisations plus longues et plus coûteuses. Ces patients sont alors pris en charge via les services d'urgence déjà largement sollicités où les conditions de travail sont déjà difficiles. Pourtant, les données études actuelles épidémiologiques, sociologiques, démographiques confirment que l'AME, qui permet l'accès aux soins de prévention en amont, améliore l'état de santé de ces patients, diminue leur renoncement aux soins et évite les retards de diagnostic et de traitement. Supprimer l'AME, c'est complexifier les parcours, participer à l'aggravation de l'état de santé des malades et faire peser un surcoût considérable sur les systèmes hospitaliers publics, déjà largement fragilisés par les crises, et au risque de détériorer l'accès et la qualité des soins pour tous. Pour toutes ces raisons, le projet de suppression de l'AME et les autres projets mettent en danger les patients particulièrement vulnérables et fait reporter sur l'hôpital, sur le système et sur ses personnels soignants le poids des décisions politiques xénophobes, aberrantes, à 1000 lieues de la réalité du terrain. Ne pas avoir les moyens de soigner correctement les patients est un cauchemar pour tous les professionnels de santé. Ces idées et projets influencés par l'extrême droite en matière de santé s'opposent à l'amélioration de l'état de santé des populations, aux conditions de travail des soignants et aux services publics de santé. On peut gagner collectivement en restaurant, préservant et améliorant l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et à l'accès universel à des soins de qualité pour toutes et tous. La parole est à Candris Legentil, fondateur de la Fabrique des Soignants. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir été invité à parler devant vous aujourd'hui. Un jour près, j'ai 27 ans. Mon rapport aux soins est à la fois viscéral et ample. J'ai connu pendant quelques années les études de médecine, suffisamment pour comprendre l'exigence et les émotions qu'elles impliquent. J'ai connu les danses et la confrontation qu'elles imposent face à l'impuissance de voir un père dépérir. Et je connais aussi le travail âpre de la maladie dans sa propre chair et dans sa propre psyché.
une qui nous ramène à un état d'être vulnérable, comme un rappel brutal de notre fragilité humaine, parfois belle, souvent terrible. Mais quand la maladie touche des êtres déjà rendus vulnérables par la société, en raison de leur couleur, de leur origine, de leur désir d'amour et de leur genre, que reste-t-il? Bell Hooks, l'une des plus grandes penseuses féministes et activistes, a dit que le but de la domination est de transformer une personne en une chose, de nier son humanité. C'est cette déshumanisation, cette recherche de domination que nous devons combattre et qui est aujourd'hui portée en valeur par l'extrême droite. Cette dernière cherche par son idéologie et ses politiques à diviser, à marginaliser ces groupes en niant à la fois leurs droits fondamentaux et leur humanité. Mais il faut aussi qu'on soit critique vis-à-vis du soin et de son système, de ce qu'il a fait à ces mêmes personnes vulnérables. En effet, le champ médical, historiquement, n'a pas toujours été un espace de refuge et de soins pour tous. Le mot race, par exemple, a souvent été utilisé pour justifier le traitement inégalitaire et des abus. Je pense aux femmes noires utilisées comme cobayes pour les pratiques médicales. Je pense aussi aux populations en exil, qui sont celles qui subissent les plus grandes inégalités de santé, exacerbées par des stéréotypes et des préjugés persistants. Leur accès aux soins est souvent entravé par des barrières linguistiques, des discriminations et des statuts administratifs précaires. La possible suppression de l'aide médicale d'État va dans ce sens. Ainsi, l'État deviendrait un ennemi de la vulnérabilité. Les personnes LGBT et QIA+, sont également une histoire marquée par la stigmatisation médicale. Jusqu'à récemment, l'homosexualité et la transidentité, encore plus récemment, étaient classifiées comme maladies mentales. Ce sont ces mêmes identités qui sont qualifiées d'ubuesques non pas en 1944, mais bien aujourd'hui, et ce au plus haut de l'État. Il est difficile de ne pas parler de la crise du sida, si marquante pour notre système de santé est toujours présente, qui a révélé l'homophobie systémique avec des politiques de santé publique tardives et inadéquates, aggravant la souffrance et la mortalité au sein des communautés LGBTQIA+. Ces erreurs du passé, avec l'extrême droite au pouvoir, émergeront à nouveau, certes sous une nouvelle forme, mais toujours avec cette volonté de condamner l'autre à régler l'autre. Peut-être que notre société a oublié que le soin, en son essence, est un compagnon fidèle de la vulnérabilité. Il ne s'agit pas seulement de traiter des symptômes, mais de reconnaître et de respecter la fragilité humaine. Le soin est un acte de présence, une manière de dire à l'autre « je suis là pour toi », dans toute ta complexité, pour toute ton histoire et ta dignité. Face à l'extrême droite, nous devons combattre les mots de haine avec ceux de l'inclusion et du cœur. Nous devons reconstruire et défendre un système de santé. C'est ce qu'on tente de faire aujourd'hui, tous ici. C'est ce que nous avons aussi initié lundi avec la Fabrique des soignants, avec une émission qu'on a réalisée ce lundi. Et nous devons aussi commencer par réhabiliter collectivement le mot solidarité. Une des pistes est sans doute de nous rappeler que nous sommes tous interconnectés. Nous entrons tous dans le monde dépendant des autres. Et nous quittons tous le monde dépendant des autres. Entre-temps, nous sommes interdépendants. Disait Eva Feder-Quitté, une penseuse du cœur. La santé doit être politique, dans son sens le plus noble. Elle doit devenir un guide pour notre démocratie, notre République. Rendre la santé accessible à toutes et tous implique également de rendre les formations publiques. Nous devons s'assurer d'images et de voix, de toutes les couleurs existantes, nos espaces de soins et de parole. Je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, j'ai peur. Je oscille entre la tétanie et la révolte. J'ai peur que les droits de malade s'effacent. J'ai peur qu'on m'empêche d'aimer. J'ai peur des conséquences de ma peau. Et je suis loin d'être le seul face à cette peur, qui semble parfois trop inaudible. Mais je crois qu'il faut parler d'amour face à cette peur. Cet amour, c'est la base de tout soin véritable. En cultivant cet amour dans notre pratique quotidienne de citoyens, de professionnels du soin, de patients aidants, nous pourrons repousser la peur et la haine et construire un système de santé véritablement solidaire et humain. Je vais passer la parole à Yasmine Akita, qui est infirmière au centre hospitalier de Saint-Louis. Je ne sais pas si elle se présente autrement. Je suis sûr qu'elle sera d'accord avec le fait qu'il faut politiser la santé.
que cela alimente le désespoir et rend audible dans la population, même dans nos propres rangs, une réponse stigmatisante et raciste à une colère pourtant légitime. Nous sommes bien placés pour savoir que lorsqu'il s'agit d'abus, mais aussi des questions de nationalité, tout est fantasme et désinformation. Si comme pour beaucoup de sujets, il est commode pour l'extrême droite de ne pas énoncer clairement ce que produira, j'ai la tâche ici de réfléchir aux risques quotidiens pour nous les soignants. À Saint-Denis, mon hôpital est déjà au bord de l'asphyxie financière. Une asphyxie à laquelle d'ailleurs l'extrême droite n'a pour seule réponse la rigueur budgétaire. Si le gouvernement en place nous laisse suffoquer avec nos 20 millions de déficit, l'arrêt du financement de l'AME nous plongera à moins 35 millions, mettant en péril, de fait, les soins pour toutes les personnes de notre territoire. Il est facile alors de comprendre que des choix se perdent. Quel sera notre quotidien de soignants dans ce contexte et sous le règne de la préférence nationale? Parce que nous sommes aussi, malheureusement, aussi bien placés pour savoir que lorsqu'il s'agit de tri ou de renoncement, il est difficile de déterminer où on s'arrête. Quel sera alors l'ordre d'après? Les patients et les maladies ne vont pas disparaître. Une fois qu'ils auront compris que ça coûtera plus cher de prendre en charge les malades tardivement, qu'est-ce qu'il nous sera demandé de faire? De les laisser mourir? Encore une fois, quel sera l'ordre d'après? Quel sera notre quotidien de soignants lorsqu'on mettra notre système de santé sous l'autorité d'un préfet et donc de la police? Cette question se pose d'autant plus dans mon service qui prend en charge les usagers de drogue. Quel sort sera réservé à notre accueil inconditionnel, anonyme et gratuit, condition sine qua non de soins à destination de personnes déjà stigmatisées? Il est déjà difficile, et je sais particulièrement de quoi il s'agit, d'être la dernière main qui maltraite à cause de la rigueur budgétaire. De vivre les questionnements éthiques dans le huis clos étouffant de l'hôpital, de taire par honte nos histoires et de constater à quel point ça finit par nous abîmer. L'extrême droite au pouvoir, dans le milieu de la santé, ce n'est pas un renoncement de plus, c'est bien une bascule. Pas un nouveau problème avec lequel composer, mais bien une menace réelle qui oblige à la responsabilité à l'action, que ce soit dans des initiatives comme ce soir, mais aussi toutes celles que nous avons le devoir de faire fleurir, et ce, quel que soit le résultat de ce vote. Parce que, comme évoqué en introduction, il ne s'agit pas de reculer pour le sauter et d'attendre la prochaine échéance. Il y a urgence à reprendre la route du collectif vers un but commun. Merci. La parole est à Mohamed Diaby, qui est patient partenaire et vice-président de France Asso Santé de France, en représentant des usagers du service public de la santé. Merci. D'abord, je vais vous remercier. C'est super important ce que vous soyez là, parce que vous avez un peu les petites mains qui vont porter cette parole nécessairement. Parce que entre nous, il n'y a pas de problème en écologie. Et si vous suivez le mal de l'autre côté, le tout n'est pas ça. On est mieux maintenant. Désolé. D'abord, je vous dis merci. En tant que vous savez, c'est compliqué
origines. Et je pense que c'est aussi de reproduire ce que nous permet de sortir par nous. La première question que je me suis posée quand je suis venu, c'est qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire que le RN fait mal son boulot parce qu'il faut qu'on tape toujours sur les plus courts, sur les plus honnêtes, en les stigmatisant, en faisant part que ça ira mieux après? Non. Comment va-t-on résoudre les problèmes des RH qui sont très marquants aujourd'hui sur la société, surtout concernant la santé? Comment on va régler le problème de l'accessibilité pour les patients? Comment on va travailler ensemble? Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ce qui fait sens pour nous, c'est ce que notre société doit nous apporter, qu'on nous retrouve. La division, le fait de stigmatiser, le fait de renforcer nos inquiétudes, et en renforçant ces inquiétudes, on stigmatise, on repousse davantage les autres, on ne peut pas vivre ensemble. Si aujourd'hui, nous, dans cette salle, nous sommes pas en capacité d'être en condition et de dire ce que nous faisons, comment voulez-vous que les autres puissent comprendre? Une des premières raisons quand on regarde pourquoi le RN monte autant, c'est le sentiment de déclassement. J'insiste, peut-être que je ne suis pas à ma place et je ne mérite pas ce que j'ai. Comment peut-on leur donner de l'espoir si on leur fait pas, on va taper sur quelqu'un que ça ira mieux? Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de travailler ensemble. Et c'est pour ça que je vous remercierai jamais assez pour les usagers, pour les citoyens, pour ce que vous faites, ce que vous avez. Mais ça veut dire que le problème ne peut pas penser malheureusement. Parce que si on s'arrête en disant qu'il faut, on ne fera rien. Et moi, la condition, je te rejoins, j'ai très très peur. J'ai très très peur, je n'ai jamais eu autant de, on va dire, dénigrement, de mots racistes depuis quelques semaines, de façon, je dirais, directe, au téléphone, en face, etc. La dernière chose qu'on a sortie hier, c'est qu'on m'a demandé si j'avais la nationalité, est-ce que je pensais déjà partir à l'étranger. C'est pour vous dire à quel point, si vous réfléchissez aujourd'hui, notre système est en train de diviser les gens plutôt que d'unir. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans cette salle? C'est-à-dire qu'on est sur des valeurs qui sont fondamentales. On l'a répété depuis tout à l'heure, chacun avec nous. Je ne parlerai pas de l'AME parce que je ne veux pas vous inonder, mais l'AME est très intéressant à étudier parce qu'on va toucher sur un point en pensant qu'on va résoudre le système. Aujourd'hui, le système de santé est quoi? Il est défaillant. On le voit bien, tout le monde le dit, tout le monde le crie, mais les gens ne savent pas. Demain, on nous dit aussi, il faut aussi créer du lien, faire que les parcours soient effectifs. Il n'y a pas d'effectivité au lieu des parcours. Quand il n'y a pas de patients, il y a trop de patients et pas assez de professionnels, comment on fait? Soyons clairs, comment on fait? C'est ça le vrai problème. Dans la démocratie qu'on a aujourd'hui, parce qu'en fait, on fait au-delà, c'est de revenir sur les principes de la démocratie, c'est-à-dire tout simplement créer un dialogue, un espace de dialogue où chacun s'entend et co-construit ensemble ce système. Et malheureusement, si on écoute certains, on va croire qu'il faut taper sur les autres, exclure un maximum de gens pour être collés entre soi. Ne faisons pas sur l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général, c'est quoi? C'est d'avoir un meilleur accès plus juste, mieux adapté aux réalités de nos concitoyens, dans leurs attentes et leurs besoins. Mais en même temps, il faut tenir compte de la qualité de vie. Et ça, c'est le credo favori des professionnels de santé. Si on martyrise nos professionnels de santé, on martyrise aussi en maltraitant les usagers. Donc, quelque part, ça se tient. Donc, je refinirai peut-être en disant, n'oublions jamais, s'il vous plaît, les principes de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité, sinon notre société n'a pas de sens. Le prochain et dernier intervenant est Jean-François Corti, qui est médecin et président des Saints du Monde. Merci à tous et tous d'être là, ça fait chaud au cœur de se retrouver tous ensemble. On vient de l'horizons différents, les syndicats, les associations, l'organisation de malades, de patients. On est tous là aujourd'hui autour d'une même cause et c'est fait toujours. Merci aussi à tous ceux qui ont organisé ce temps-là. Voilà, je vais être assez court parce que tout a été dit. Simplement redire qu'on défend un projet de société démocratique, un libre arbitre.
fondée sur la solidarité et l'intérêt général. C'est bien le cœur de nos combats, la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, tout au cœur de nos préoccupations. Nous sommes certes apartisans pour la plupart, mais nous opposons de longue date aux idées d'extrême droite, et encore plus aujourd'hui, et nous appelons réellement à voter contre les partis qui portent ces idées d'extrême droite, et nous l'assumons, même si moi aujourd'hui je suis président d'une association humanitaire apolitique et apartisane. J'assume avec mes équipes de défendre un parti pris contre les idées d'extrême droite et maintenant à voter contre les partis qui les portent. On refuse, vous l'aurez compris, on appelle toute logique suprémaciste, raciste, de bouc émissaire et de stigmatisation du précaire. On est évidemment fondé sur la déontologie médicale, sur l'éthique, sur les principes de santé publique humanistes et républicains, pour les associations humanitaires, sur les principes d'impartialité et d'indépendance. Mais nous n'accepterons pas de choisir entre les bons et les mauvais malades, entre ceux qui ont le droit à la vie et ceux qui n'auraient pas le droit à la vie. Et on s'opposera à toute forme de criminalisation sur notamment les aidants, les soignants, qui risquent d'être sous pression dans les années à venir si les choses se passent mal. Donc voilà, nous sommes au devant de situations difficiles, une résistance qui se met en place et qui probablement devra prendre encore davantage corps. Il va falloir qu'on continue à se voir, qu'on continue à travailler ensemble, qu'on puisse s'aider sur le terrain dans des situations de paix difficiles, qu'on puisse documenter ces situations difficiles, qu'on puisse encore communiquer ensemble pour défendre nos valeurs. On va se battre pour un système de santé solidaire, on va se battre pour faire en sorte que les services publics aient des moyens de faire une médecine de qualité, on va se battre pour que les soignants ne soient pas criminalisés. Voilà, donc, dans les prochaines élections, votons pour une solidarité décomplexée et on va le faire savoir de manière très forte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à la presse, si vous voulez poser quelques questions, deux infos. La première, c'est qu'on vous propose de faire un point à tous les signataires de la tribune après le premier tour. On revient vers nous, on contacte, on voit comment on avance, on fait un point de comment sera passé le premier tour. Ce qu'on s'est dit, tout le monde a dit, hein, c'est un combat. Le combat ne va pas s'arrêter de toute façon au soir du deuxième tour. Malheureusement, la vague est là et on a besoin de travailler. Samedi, on n'a pas le droit de tracter, je crois, on n'a pas le droit de la PMT, mais par contre, on a le droit de défendre l'hôpital public. Et donc, il y a un appel à faire une chaîne humaine autour de l'hôpital Robert-Debré pour défendre l'hôpital public et ses valeurs. Donc ça, il n'y a pas de problème. Samedi 22 juin à 11h à Robert-Debré dans le 20e. Voilà. 19h. C'est la soirée de travail. Voilà. Donc vous êtes tous attendus samedi 21 juin à 11h pour la chaîne à Robert-Debré. Je ne sais pas s'il y a des questions de journalistes dans la salle. C'est ça. Ça se fera après, oui, vous avez raison, vous allez voir. Ok, je vous propose de lever la séance. Mathias, tu veux dire un truc? Merci beaucoup Mathias, vous avez déjà il est dans West France, donc il est publié dans la presse quotidienne régionale. Et puis voilà, on continue à travailler ensemble et c'est que le début d'une reconquête. Merci. Bon. Hop.